Ok, voilà, c'est magnifique cette petite voix de Zoom. Merci à toi, Ok. Patrick, d'être présent aujourd'hui pour cette session, donc cette nouvelle session du Craft Luxembourg Meetup. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de ton outil Ndepend. Donc je pense qu'il y en a certains dans l'audience qui ont déjà entendu parler ou qui ont peut-être déjà pratiqué l'outil. Moi, j'ai trouvé ça super cool quand j'ai découvert il y a quelques années. Et voilà, c'est vraiment excellent que tu sois là. Et merci à toi d'être là aujourd'hui pour nous présenter et nous faire un rapide retour d'expérience, enfin nous faire une présentation rapide autour de l'outil. Je pense qu'on va tous apprendre beaucoup. Merci à toi. Très bien. Merci, Johan, pour l'introduction. Donc, je suis Patrick Smakia. J'ai créé donc l'outil Ndepend il y a déjà une quinzaine d'années. Ça commence à dater, mais par contre, il est toujours up-to-date avec les dernières techno.NET. Donc, c'est essentiellement du .NET. Si vous faites, il y a aussi une version CPP et C++ qui s'appelle CPP Depend, une version Java qui s'appelle GArchitect, une version Python qui est en train de devenir mature qui s'appelle Scanip. Et on va faire aussi un serveur où on va commencer à mixer les différentes technos. Alors aujourd'hui, ça sera pur .NET. Ça sera essentiellement Ndepend lui-même. Mais sachez que ce que vous voyez, c'est aussi disponible dans les autres technologies. Donc, l'idée d'Ndepend, c'est un outil qui est un petit peu un couteau suisse. Ça tombe bien, on est au Luxembourg, donc un couteau suisse pour les .NET, les développeurs et les équipes. Donc, en fait, il y a pas mal de features, de fonctionnalités qui ne sont pas trop touchées par les mastodontes type ReSharper et même ce que vous pouvez trouver dans Visual Studio ou Rider, etc. Donc, il y a pas mal de features sympas. Je vais présenter rapidement. Donc, ça sera essentiellement de la démo, hein. Donc, l'idée, je vais commencer par analyser rapidement le framework .NET 5, juste pour montrer que rapidement, sur une très, très grosse base de code, là, il y a 16 000 types. Donc, même sur une très grosse base de code, on peut très rapidement, contrairement aux autres outils où quand ça devient un peu gros, c'est un peu lent. Déjà, un gros avantage d'Ndepend, c'est que c'est très rapide, même sur les très grosses bases de code. Après, on va s'intéresser à un site moderne ASP.NET Core, qui est Nob Commerce. Donc, ça, c'est un peu ce que tout le monde fait en .NET essentiellement. Donc, du website ASP.NET Core. Donc, là, on va voir qu'est-ce qu'Ndepend peut dire sur ce genre de code base. Après, on va parler donc le focus sur la code qualité, sur le nouveau code et le code refactoré. Donc, en fait, par rapport aux autres outils que vous avez, ça, c'est un gros plus d'Ndepend aussi, c'est que vous pouvez cibler un delta. Et ça, c'est important parce qu'au fur et à mesure qu'une grosse base, une code base grandit, euh, le delta, lui, reste toujours de taille à peu près équivalente, on va dire de taille humaine à gérer. Et l'idée, en fait, de la qualité, c'est qu'il faut se focuser sur ce delta. Et Ndepend est très bon pour ça, notamment dans Visual Studio, on va voir comment on va faire. Après, on va regarder les codes RULC, les règles de code qu'Ndepend propose, qui sont assez différentes de ce qu'on a aussi dans les autres outils. On va voir comment Ndepend calcule la dette technique, dont une bonne partie vient du code coverage, la couverture de code. Après, on va parler de la stratégie Quality Gate. Et enfin, on va voir que l'outil est aussi accessible par reporting, c'est-à-dire que là, on va voir qu'il est accessible dans Visual Studio ou comme un standalone, mais il est aussi accessible. Il peut produire des rapports que vous pouvez partager, type HTML, JavaScript, et aussi une extension Azure DevOps, sachant qu'on a aussi dans les cartons une extension GitHub Action, très demandée. Donc voilà. Donc, l'idée, c'est d'être présent là où vous êtes vous-même présent. Alors, pour commencer la démo, on va commencer par analyser le framework .NET. Donc, ça, c'est Ndepend quand vous le unzippez. Donc, c'est simplement un zip. Vous le téléchargez, vous le mettez sur Windows, vous le unzippez. Pas de trucs compliqués, de registry ou quoi que ce soit. C'est juste un pur zip.net. La prochaine version pour octobre, j'espérais septembre, mais plutôt octobre, marchera aussi sur Mac et Linux. Alors, pas tout, mais par contre, tout ce qui est analysis, reporting, API, Power Tool, tout ça, ça marchera. En gros, tout ce qui n'est pas lié à la UI, marchera sur macOS et Linux. Ça, bien sûr, c'est très demandé. Donc, comment on fait? La plupart de notre code non UI est devenu notre net standard. Et comme ça, on peut l'attaquer à la fois par du net
Net Framework 4.7.2 et aussi par du .NET 5.0. OK? Et bientôt 6.0, bien sûr. Donc, si vous êtes intéressé par les autres OS, restez tunés. C'est difficile des fois de parler ça un peu le syndrome Jean-Claude Van Damme, de parler un peu en français, mais avec un peu des mots anglais. Mais assez rapidement, il y aura cette version. Donc, attendez, ceux-là, je ne sais pas d'où ils viennent, donc je vais relancer. Donc voilà, donc là, je lance le standalone hors de Visual Studio, okay, qui s'appelle logiquement Visual NDPen. Donc là, on va analyser le framework .NET 5 qui est dans cette donc, Analyze Assembly in Folder. OK, donc là, il y a 164 assemblies là où est situé .NET Core App 5.0. OK, donc on va analyser cela. Donc notez que par rapport aux autres outils, une grosse source d'information pour NDPen qui fait qu'il arrive à se caler sur les très gros projets et qu'il analyse beaucoup tout ce qui est assembly. Après, avec les PDB, il arrive à remonter aussi au code source, à remonter tout un truc intéressant comme la cyclomatic complexity ou le commentaire. Mais de prime abord, c'est les assemblies. Donc voilà, là, on a déjà fini. Tout le .NET Framework 5, non, .NET 5 pardon, a été analysé. Là, il nous dit qu'il y a 16 000 types, presque 4 millions d'instructions YEN. Il ne parle pas en ligne de code parce que je ne lui ai pas donné les PDB. Okay, mais ce qui est intéressant, c'est que là, on va pouvoir commencer à jouer avec le graphe. Alors, attendez, je vais nous enlever à côté. Voilà. Donc, là, il y a tous les assemblies mises en graphe. Alors, le graphe, vous l'avez dans les autres outils, ReSharper, Visual Studio. Bon, humblement, NDPen est beaucoup plus puissant. Je vais vous le montrer. Donc là, par exemple, je vais faire un expand sur tous les assemblies. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai tous les namespaces. Okay, donc, par exemple, dans Private Core Lib, j'ai System, Microsoft, Win32, etc., System Threading, etc. OK. Par exemple, on pourrait, donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une si grosse base? On a envie de se focuser sur un concept. Donc là, je vous propose de nous focuser sur le concept de collection. Donc là, je vais chercher les collections. OK. Donc là, on voit quelques assemblées highlighting. On voit qu'il y a 64 codes éléments, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont filtrés out, notamment les types qui ne sont pas en vue sur ce graphe. Okay, donc là, je vais faire keep. Okay, je vais garder ces 64-là. Donc voilà, là tout de suite, j'ai tout ce qui est relatif aux questions. Donc le layout, je peux le changer. Là, par exemple, dans le group by, je vais enlever les clusters. Comme ça, je n'aurai que les assemblées. Voilà. Là, vous voyez, on a tout ce qui se rapporte aux collections dans tout le .NET Framework. En tout cas, tous les namespaces avec collection dedans. Là-dessus, je peux faire un expand. Et là, maintenant, j'ai tous les types dans ces namespaces. OK, on a 780 nœuds. Vous voyez, donc là, par exemple, je peux me focuser sur le dictionnaire générique que tout le monde utilise souvent. OK, et là, on voit tout de suite tout ce qui est utilisé par un système de couleurs. Donc là, ce qui est sélectionné, c'est en rouge foncé. OK, donc là, c'est ça. Les couleurs, ils sont en vert. Donc les direct colors, ils sont en vert foncé, on va dire, et vert clair pour les indirects. Et ceux qui sont appelés, ils sont en bleu. Okay, et en rouge, on voit tous ceux qui sont en tangled, c'est-à-dire qu'ils utilisent dictionnaire, mais ils sont aussi utilisés par dictionnaire. Okay, et là, par exemple, quand j'ai sélectionné un ou plusieurs nœuds, par exemple, je peux avoir tous les couleurs et colis. Okay, donc là, apparemment, c'est un peu plus gros. Mais voilà, là, oui, j'ai 17 000 nœuds, ouais, donc ça fait beaucoup. Et ce qui est normal, hein, il y a 17 000 types qui utilisent ça. Donc là, on va avoir un très, très gros graphe. Mais ça arrive quand même à se caler. Donc là, ce n'est pas très joli. Il suffit de faire un gros by par des clusters et on a quelque chose de plus joli. Donc voilà, donc là, c'était une petite introduction rigolote pour montrer qu'on arrive à travailler avec de la grosse code base. Juste pour montrer que le graphe va être plus joli. Là, maintenant, on va switcher sur l'analyse d'une application ASP Core, ASP.NET Core, qui est No Op Commerce. En fait, c'est ce type d'application un peu fourre-tout qui sont sur GitHub et où ils montrent, voilà, là, on a quelque chose un petit peu plus propre. Donc là, on a tous les color colis du dictionnaire. OK ?
Donc maintenant, on va aller sur, voilà, là, je suis dans mon Visual Studio. OK, donc là, voilà, j'ai 25 projets dans Nob Commerce avec des tests, présentations, plugins, librairies. OK, donc là, je suis dans Visual Studio. J'ai installé NDPen grâce à ce que je vous ai montré tout à l'heure, Visual Studio Extension Installer. OK, donc il suffit de faire ça. Et là, on voit qu'il est déjà installé dans le 2019. Sachant bien sûr qu'on va supporter Visual Studio 2022 rapidement, ce qui est intéressant puisqu'il n'y aura plus de limitation de mémoire. Contrairement à d'autres extensions aussi, NDPen n'est pas censé ralentir Visual Studio. Normalement, il n'y a pas de souci. OK. Donc là, pareil, on va créer un projet. Donc là, on va attacher New Project à la solution. Donc là, pareil, on a 25 projets, donc 25 assemblées. Là, par défaut, il y a un filter moins test. Donc l'idée, c'est de ne pas analyser les tests, OK, en général. Là, il me propose d'analyser 21 assemblées. Il me propose de faire le rapport, ce que je peux choisir de non faire ou faire. Donc, faisons le rapport. Ça va prendre un peu plus longtemps. Voilà, là, on voit l'analyse qui commence à faire. Donc là, il est en train d'analyser toutes les assemblées. La plupart du temps va être fait par le rapport. Ça va venir assez rapidement. OK, donc là, on va voir plusieurs fenêtres d'NDPen. On va regarder rapidement le graphe qu'on a vu tout à l'heure. On va rapidement regarder tout ce qui est dashboard. Donc, on va voir toutes les métriques. Voilà. Donc, le rapport vient d'être créé. Donc, en 20 secondes, c'est pas trop mal pour une application de 2600 types et 80 000 lignes de code. Donc, j'aime bien cette application parce qu'elle représente quelque chose de quand même un bon legacy, quoi. En général, de toute façon, ce genre d'outils sont plus utiles sur les legacy. OK, donc il y a tout un tas d'informations. On retrouve le graphe. On voit qu'il y a aussi des informations type dependency matrix, des informations type métrique. Il y aura un petit mot tout à l'heure. OK, d'autres diagrammes. Je vais plutôt me focaliser sur le rapport. Il m'a trouvé 3000 et quelques issues, dont 60 règles sont violées et 97 non. Et sur ces 60 règles, il y en a 6 quand même critiques. Donc, on va un petit peu regarder tout ça. Il arrive à me donner un score de technical debt, OK, donc de dette technique. Donc, l'idée de la dette technique, c'est de comparer le nombre de problèmes qu'il y a dans une code base par rapport au temps qu'il aurait fallu pour la créer, cette code base. Donc là, si je regarde le dashboard en Visual Studio, j'aurai un peu plus d'informations. Et ça c'est intéressant. Ah oui, il y a un petit bug assez intéressant que je ne vois pas souvent, qu'il faut qu'on… Alors, attends, je vais relancer Visual Studio. Donc, effet démo, parce que normalement, il n'est là jamais. Il n'est jamais là. C'est quoi le bug? C'est que c'était coupé sur la droite, c'est ça? Ouais, c'était mal sizé. Ouais. C'était mal sizé à voir. Je vais voir si je reproduis. Donc là, voilà, donc je reload le projet. Alors là, il ne veut pas. No Up Commerce. Ah, c'est parce que Visual Studio n'a pas fini de… Voilà, là, il est en train de se charger. Voilà, maintenant, c'est plus propre. Donc voilà, on voit tout ce qui est le plus intéressant du côté UI, c'est que quand on clique n'importe où, on a tout de suite la liste. Par exemple, si je veux voir la liste de tous les types, là j'ai tous les types, notamment avec la dette assignée à chaque type, les issues assignées à chaque type. Donc c'est très interactif comme outil. Là, 11 000 méthodes, je peux avoir 11 000 méthodes, etc. Pareil, si je veux avoir toutes les issues, là j'ai 66 règles violées. Voilà, et pour chaque règle, je peux avoir toutes les issues. Donc, ça, c'est intéressant pour explorer tout ce qui est technical debt. Donc, remarquez que ces informations-là sont les mêmes qu'on a là. Vous voyez, c'est les mêmes qu'on a dans le rapport. OK. Après, là, il y a tout ce qui est quality gate et le détail des issues. Donc, ça, on va plutôt regarder côté UI. OK. Si on va du côté graphe, on va avoir une meilleure idée de qu'est-ce que c'est que cette application. Donc voilà, là, je peux avoir ce qu'on peut dire la map de l'application. Ça parle un peu plus que ce qu'on a vu tout à l'heure et ça parle beaucoup plus que le Solution Explorer parce qu'en fait, là, on voit tout ce qui est core.
Hein, le cœur de l'application, on voit que c'est ces grosses assemblées. On voit tout de suite les dépendances de tout ça. Et après, on voit qu'il y a plein d'assemblées satellites pour faire du Google Analytics, du Money. Okay, donc, tout de suite, on a une vision un petit peu plus intéressante du projet. Donc, ça, c'est bien pour quand on démarre sur un gros legacy, ce qui arrive assez souvent. On arrive dans une nouvelle équipe ou quoi. Donc, c'est très bien pour démarrer, comprendre ce qui se passe. On peut enlever, on peut regarder tout ce qui est third party. Donc, qu'est-ce qu'elle consomme, notre application? Donc, on voit qu'elle consomme beaucoup d'ASP.NET Core, on pouvait s'en douter. Donc là, pareil, quand on clique un assembly, on voit instantanément, là, on voit que celui-là, il est utilisé que par là. Okay, donc, c'est assez intéressant pour rentrer dans une application. Là, comme je disais tout à l'heure, on peut s'intéresser à un concept. Donc, typiquement, on va s'intéresser au concept de customer, qui est un petit peu partout, dans plusieurs assemblées, avec plusieurs namespaces. Là, on peut les garder. Okay, là, on peut faire expand. Voilà, donc là, j'ai à peu près tout ce qui se rapporte à customer et je peux voir qui dépend sur quoi. Okay, donc, rappelez-vous, il y a le jeu de couleurs qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est assez intéressant de voir là. Là, pareil, on peut faire du color, colis sur Customer Services et voir instantanément tout ce qu'il utilise, à la fois dans tout ce qui est ASP.NET Core, hein, donc là, IP address, queryable, trace, etc. Okay, donc là, rapidement, on peut rentrer dans l'application et voir comment elle est architecturée. Okay. Un autre truc intéressant de cette application map, c'est qu'on peut sélectionner un edge, hein, une flèche, et si je la double-clique, j'arrive à voir immédiatement l'adhérence entre les deux assemblées. Okay, et ça, c'est intéressant parce que comme ça, souvent, quand on veut planifier du gros refactoring, on regarde souvent l'adhérence, qu'est-ce qui me lie entre ces deux-là. Donc ça peut énormément simplifier. Quelque chose d'intéressant que je n'ai pas trop parlé jusqu'ici, c'est ce qu'on appelle le code query. En fait, le code query, c'est des requêtes link sur le code et c'est vraiment, la colonne vertébrale de l'outil. En fait, tout ce qu'on a vu depuis le début, quand je clique sur le dashboard ou quoi, tout ça, ça me génère des queries et moi, je peux après explorer le résultat. Okay, et en fait, là, tout ce qu'on voit là, en fait, c'est le résultat d'une code query type involved in the coupling between the assembly and NOP data et NOP core. Okay, et là, je vois, donc là, on voit tout, on voit exactement, on voit ce qu'il y a là, mais là, on l'a d'une autre manière intéressante aussi pour browser. Donc, ici, on voit dans NOP data qu'est-ce qu'il utilise et dans NOP core, qu'est-ce qui est utilisé par. Okay. Alors, ce qui est intéressant avec les code queries, c'est qu'on peut bien sûr écrire ses propres code queries. Donc, imaginons sur cette grosse application, je veux déterminer où est le code complexe, par exemple. Donc là, je vais faire du pure link. Alors, une application, donc, vous voyez, bon, on est un peu comme dans Visual Studio avec le help et tout. Donc, where, par exemple, m.cyclomatic complexity plus grande que 30. Select new m.cyclomatic complexity. Voilà. Donc là, j'ai tout de suite tout ce qui est complexe dans mon application. OK. Et donc, par exemple, je peux en cliquer une intéressante. Par exemple, isAddress valide. Il me dit qu'il y a une complexité de 43. Et effectivement, ce n'est pas trop le genre de méthode qu'on a envie de voir dans une code base. Il y a des ifs de partout, des boucles, du nesting, etc. Donc là, clairement, ce n'est pas génial, ce n'est pas évident à tester tout. Hein, donc là, on parlait de testing tout à l'heure, Johan. Donc là, c'est typiquement une méthode pour la tester bien, pour la tester complètement, il va y avoir pas mal de tests. En fait, logiquement, il faudrait jusqu'à 43 tests pour tester tous les passes. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, Cyclomatic Complexity, c'est le nombre de passes, de chemins qu'on peut emprunter quand on rentre dans une méthode. Et là, il y a une explosion de chemins. Okay, donc là, on a quelque chose d'assez intéressant. Okay. Alors là où c'est intéressant, alors on peut avoir la vue métrique que j'ai rapidement montrée tout à l'heure. Donc ça, c'est une vue trimap de l'application avec deux métriques qui sont la ligne de code. Donc là, ça présente les méthodes, hein, level méthode. Donc chaque rectangle unitaire, c'est une méthode, on peut zoomer.
Et ici, la couleur, c'est la cyclomatic complexity, la métrique que je viens de décrire. Immédiatement, on voit que là où c'est rouge, ça veut dire qu'elles sont très complexes. Donc là, pareil, on peut directement aller à la source. Donc là, c'est quand même une méthode assez complexe qui est essentiellement d'initialisation. Donc à la limite, ce n'est pas trop compliqué à tester. OK. Bon, là, c'est plus embêtant. OK, donc on peut rapidement obtenir de l'information à partir de ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'on peut faire fonctionner les deux. Vous voyez là, quand je suis sur ça, les deux fonctionnent main dans la main. OK? Donc ça, c'est intéressant. Notez qu'il y a Search by Criteria. On peut par exemple chercher les applications par complexité. C'est-à-dire qu'en fait, ce genre de queries facile, ce genre de requêtes faciles, vous pouvez les générer. OK? Donc là, par exemple, Search Method by Complexity. Il y a une query qui est générée pour moi. Bon, après, je peux l'éditer. Mais si je reviens au Search Result, vous voyez, je peux générer la query, c'est plus facile. Bon, bien sûr, on peut faire Search Method by Name. Là, je peux écrire Customer. Donc là, un peu ce qu'on a dans les autres outils. Sauf que là, on peut raffiner. Par exemple, je veux les méthodes qui sont comme ça, mais qui en plus sont statiques. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est plus facile si on veut raffiner l'outil. Donc voilà, donc retenez que tout ce qui est query, c'est vraiment le backbone de l'outil. Et on va voir comment ça va être utilisé par les autres features. Juste pour montrer rapidement sur le graphe, là, il y a une feature assez sympa, c'est qu'on peut regarder, là, ça me génère une query. On peut regarder, il y a une query, en fait, c'est une règle qui s'appelle Avoid Namespace Dependency Cycle, qui me montre là où le code est entaglé. Donc là, par exemple, on voit que dans Vendor, j'ai 30 namespaces qui dépendent tous les uns sur les autres. Ce n'est pas génial et on voit que c'est complètement entaglé. Donc ça, c'est pour explorer l'architecture et pour voir là où ça mérite d'être amélioré. Et parce que c'est une règle, on voit qu'il essaye de me calculer la technical depth. Donc là, il me dit qu'il faudrait 2 heures pour typiquement que là, c'est assez sévère comme issue, puisqu'en fait, là, chaque ligne est une issue. C'est assez sévère et qu'il me dit, il essaye d'estimer le nombre d'heures qu'il faut pour fixer ces problèmes. OK? Donc maintenant, on va regarder quelque chose d'un peu plus. Là, vous voyez ce qu'on a. Alors, c'est rapide, c'est bien, mais par contre, il me sort 9% de depth. Donc, il me dit qu'il faudrait 95 jours pour fixer tout ça. Et il me dit qu'il y a plus de 3000 issues. Alors, bien sûr, c'est pas, personne ne peut s'arrêter de développer pour 95 jours homme, enfin homme ou femme, je veux dire maintenant. Donc, on va s'intéresser à quelque chose de plus, le delta, ce que je vous parlais tout à l'heure. Alors, on va faire un petit delta. Donc là, ce que je vais faire, je vais décommenter ce code que j'ai préparé à l'avance. Ce n'est pas du super code. OK, donc je recompile. Rappelez-vous, Independent Analyse des Assemblées. Je recompile, je refais passer une analyse. Donc là aussi, l'analyse, il peut le faire typiquement, il le fait toutes les heures. On peut aussi la faire après chaque compilation. On peut aussi la faire manuellement. C'est ce que je vais faire. Voilà, donc là, il y a un peu de temps. Le compilant d'habitude, il va un peu plus vite. Voilà, Run Analysis. Donc là, il y a une analyse qui se fait. Donc notez que ça ne ralentit pas Visual Studio. C'est fait hors process. OK, donc ça, c'est intéressant. Et maintenant, on va retourner sur le dashboard. Et là, c'est intéressant parce que tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait nos diffs partout, ce qui est normal puisqu'on avait commencé un projet qui se compare avec lui-même. En fait, il n'avait pas de baseline. Par contre, maintenant, on a une baseline. On a la baseline de l'analyse que j'ai fait il y a 12 minutes. Et c'est intéressant parce qu'on commence à avoir des diffs. Alors là, par exemple, il me dit que j'ai 57 nouvelles lignes de code. Et on retrouve, donc là, il y a Very Dirty Method, Derived Class, Base Class. Et si je vais dans Country Services, c'est ce que j'ai introduit. Derived Class, Base Class et Very Dirty Method. Donc déjà, c'est intéressant pour voir le diff. Okay. Notez qu'on peut aussi differ des sources. Independent se souvient des sources. Okay. Bien sûr, ce n'est pas du GitHub, mais c'est intéressant pour rapidement faire du diff. Là, vous voyez, le projet n'est pas sur GitHub ou quoi, et pourtant, j'ai déjà la fonctionnalité diff. Et là, immédiatement, il arrive à me montrer ce que j'ai changé.
plus intéressant encore, il arrive à analyser la qualité du delta. Et ça, comment je le vois? Je le vois parce que j'ai une nouvelle règle et j'ai 5 nouvelles issues. Okay. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en tant que chef de projet, vous pouvez difficilement dire j'ai envie de fixer ces 3000 issues. Par contre, vous pouvez très facilement dire je ne veux pas qu'il y ait des nouvelles issues. Okay. Donc là, il suffit de cliquer sur ces plus 5 issues. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est que, alors là, on va pas les grouper. Alors, notez juste un truc, c'est que là encore, on fait du link sur les issues. Donc, le link, c'est pas le code query link, ça marche aussi sur les issues, sur les règles, sur tout un tas de choses intéressantes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est généré. Hein. Il suffit que je clique là et c'est généré. From in, issue, etc. Where was added. Donc là, was added, sous-entendu depuis la baseline. Okay. Et là, j'ai les nouvelles issues. Et on voit qu'elles sont essentiellement focalisées sur la very dirty méthode, qui n'est pas géniale. Donc, c'est une très longue méthode, très complexe. Okay. Et là, tout de suite, il a flag, ça, c'est pas bon. Okay. Donc, si vous avez un développeur dans un coin ou si vous-même vous faites du boulot qui n'est pas génial, c'est assez intéressant pour vous dire. Ce qui est encore plus intéressant, et là, il nous dit la nouvelle dette. Okay. Si on va sur le dashboard, il me dit que j'ai ajouté 2 heures et 4 minutes de dette. Ça veut dire qu'il estime qu'il va falloir 2 heures pour fixer les 5 problèmes. Okay. La plupart de la dette sont sur Very Dirty Method, donc presque 2 heures. Okay. Et la plupart de la dette sont faits par cette règle qui est Avoid methods too big, too complex. Okay. Donc là, on a une méthode trop complexe. Après, là, par exemple, il arrive à voir que la méthode, elle est morte, elle est dead, c'est-à-dire qu'elle est utilisée nulle part. Okay. Donc, effectivement, effectivement, si je vais dans cette méthode, elle est utilisée nulle part. Attends, je suis habitué au raccourci ReSharper, Find All Reference, et là, il n'en trouve pas. OK. Donc voilà, donc là, il nous a trouvé des issues, il nous en a trouvé une petite dernière. Alors, juste un truc intéressant, c'est que la dette ici, elle est linéaire par rapport à la taille et la complexité. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est une règle qui est un petit peu plus complexe que les autres. Et si la méthode, Very Dirty Method, était toute petite, il m'aurait peut-être mis 5 ou 10 minutes. Donc, c'est assez intelligent. Il y a des vraies moulinettes dans les règles. Donc là, par exemple, je peux aller éditer cette règle, puisqu'en fait, une règle est une… Donc là, on voit la description et toutes les explications, comme dans les autres outils. Mais là, on voit le code source de la règle. Ce qui est intéressant, c'est qu'une règle, c'est un code query. Et là, vous voyez, j'essaye de calculer un complexity score. Là, je pourrais très bien le modifier moi-même. C'est très facile. En général, ce qu'ils proposent, c'est fait avec beaucoup de clients. On a travaillé avec beaucoup de clients pour avoir le système de règles par défaut qu'on a. Mais comme vous voyez, c'est excessivement simple de faire ses propres règles, puisque c'est simplement une query link. OK. Donc voilà. Donc, vous voyez, je calcule un complexity score, ce qui fait qu'en fait, chaque issue a une dette différente en fait en fonction de l'issue. Là, j'ai 1 heure, 1h20, 2h13, etc. Okay, donc là, il me liste les méthodes trop complexes. C'est là qu'il voyez, il doit y en avoir une bien méchante. Là, il y a un for each. Ouais, ça aurait pu vraiment être codé différemment, je pense. Voilà, c'est du code qui est un petit peu difficile à tester, à maintenir. Et là, lui, carrément, il me dit c'est quasiment une journée homme pour faire quelque chose proprement. Typiquement, moi, je fais ce genre de méthode, je la prends, j'en fais une classe, je fais quelques abstractions, je fais des trucs, c'est pas génial. OK. Donc voilà, donc l'outil essaye d'être un petit peu intelligent et vous sort des résultats un petit peu intelligents, ce qui fait que sur la masse, quand vous analysez la masse d'une grosse code base, vous arrivez à avoir des résultats assez pertinents. Et ce qui va ressortir dans tout ce qui est un petit peu hotspot dans NDPen, là, par exemple, vous pouvez avoir les hotspots par type, par exemple. Là, vous allez avoir des trucs assez intéressants. Okay. Alors, notez un petit mot sur la dette. On a vu comment elle essaye. Il y a des formules dans les règles Link pour vous calculer la dette. Et après, il essaye de comparer ça par rapport à l'effort qui est estimé pour faire toute la code base. Donc là, par exemple, il me dit qu'il faudrait 2260 jours pour faire toute cette code base. Donc, il va comparer le nombre de jours de dette qu'il a trouvé. Ici, il y en a 95. Et comme ça, il arrive à me dire qu'il y a du 9%. Mais cette formule, toute simple, hein, cette règle de 3, elle peut être appliquée à n'importe quel niveau.
Et avec ça, on arrive à sortir des ratings A, B, C, D, E. Donc là, on arrive à voir les types qui sont rankés en E, A, C, D, etc. dans les hotspots. OK? Ah, c'est marrant, tu arrives à avoir une interface en E. Qu'est-ce qu'il a vu dans le… Si tu prends le high work context, Alors, oui, qu'est-ce qu'il a eu dans le 5 issue? Alors oui, alors c'est une règle qui n'est pas évidente. Alors, ce n'est pas l'interface elle-même qui pose le problème, c'est le fait que Ah, c'est tout en anglais. Avoid namespace mutually. ouais. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est le type d'interface qui me propose, qui fait que j'ai ça. Au lieu d'avoir quelque chose de bien layered, type haut niveau, bas niveau. Alors, les règles qui sortent beaucoup de dettes, c'est les règles d'architecture. Donc, c'est ça, c'est celle qui… Alors, maintenant, on peut regarder les règles. Donc, il y a des règles d'architecture. Avoid namespace mutually dependent. Alors, là, sur celle-là, j'ai 3 jours seulement. Par contre, les dependency cycles, là, j'ai que 2 jours. Donc, il estime qu'en gros, il faudrait 5-6 jours pour me débarrasser de l'entangling, de la code base, du code spaghetti, en fait, on pourrait dire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les règles, il essaye de me dire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc, là, on a retrouvé la même interface. Cette interface ne devrait pas utiliser customer parce que le namespace core ne devrait pas utiliser core domain customer. Donc là, on ne devrait pas utiliser le spécialisé par le haut niveau. Enfin, c'est ce qu'il essaye de dire, en fait. C'est ce que la règle essaye de me dire. Et là, il y a donc 15 minutes. Après, il y a le annual interest dont je n'ai pas parlé. C'est rapidement, c'est le pendant de la dette. Donc, la dette, c'est le temps qu'il faudra pour fixer. Mais imaginons qu'il y a des trucs qui ne sont pas très importants. Imaginez que pour vous, l'architecture, ce n'est pas très important. Et là, pour ça, il y a l'annual interest. Donc, l'annual interest, c'est quoi? C'est le coût par an si on laisse l'issue unfixed, si on laisse le problème pas fixé. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut me faire des rapports où il va me dire c'est où j'ai mon ROI le plus gros. Typiquement, c'est là. Donc là, excusez-moi, j'ai une question. Comment c'est décidé que quelle couche ne doit pas dépendre d'une autre couche? Le because namespace shouldn't use, c'est basé sur quoi? Très, très, très bonne question. C'est basé sur quoi? En fait, c'est basé sur une analyse où typiquement, quand là, par exemple, on a 2 namespaces en Tanglin, et ce qui arrive très souvent, là, c'est un peu moins visible, c'est qu'en fait, donc un Tanglin, ça veut dire mutually dependent, ça veut dire que A utilise B, B utilise A. OK? Et très souvent, ce qu'on voit dans ce cas-là, c'est valable aussi d'ailleurs. Non, c'est pas valable pour les assemblées puisque Visual Studio interdit d'avoir A utilise B, B utilise A. Mais très, très souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on peut quantifier le coupling de A vers B et de B vers A. Et très souvent, c'est qu'on voit que le coupling est asymétrique. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui est beaucoup plus utilisé. Typiquement, pourquoi? Parce que voilà. Et NDPen analyse cette asymétrie et de là, il va dire probablement c'est de B vers A qu'il ne fallait pas utiliser. Il va regarder là où c'est le plus petit. Donc ça, c'est une règle qui est assez intelligente. C'est une règle qui est assez longue. Hein. On peut toujours regarder le coup de sort, qui est un petit peu plus… Oui. Ah non, là, excuse-moi, ça, c'est la règle. Voilà, donc là, on a une règle qui est… Juste une question complémentaire par rapport à la précédente. Est-ce que ce n'est pas possible d'ajouter des contraintes fortes, explicitement dire que tel module ne veut pas appeler ce module-là, que oui, ce soit… tout à fait. Alors, on peut, comme toujours, ça, c'est typiquement bien fait par la matrice de dépendance. Donc, imaginons qu'on ne veut pas que ces 2 assemblées, que NopWeb utilise NopWeb Framework. Et là, on peut faire right-click, generate a code rule that warns if this dependency exists. Voilà. Et encore une fois… Ok, donc du coup, là, tu peux rajouter des rules. Voilà. Après, là, je n'ai plus qu'à faire save. Je peux me rajouter des commentaires, un titre, etc. On voit que c'est une règle parce qu'il y a warn if count au début. Si j'enlève, après là, ça devient juste une règle. Juste une query. Mais si je remets ça, donc en fait, là, vous voyez, on est dans du pur C# et on a notre petite syntaxe à nous pour rendre les choses un peu plus compréhensibles. Là, j'ai transformé en une règle. Et là, effectivement, la boucle bug warning condition. Donc là, j'ai une issue en plus. Là, j'ai plus qu'à faire ça. Voilà. Et là, ça aurait été bien de mettre un titre, etc. Et là, voilà, là c'est sauvé. On voit, elle est là. Donc là, comme il n'y a pas un titre, il essaye de me montrer le code source. OK.
Donc, pour l'architecture, c'est assez intéressant. Après, bien sûr, ce genre de règles peuvent devenir plus intelligents. On pourrait, par exemple, baser sur des noms, on peut mettre des regex, etc. On peut faire des trucs un peu plus compliqués. Et ce qui est intéressant, c'est que, contrairement aux autres outils, il faut tout de suite rentrer dans les API Roslyn. C'est un petit peu plus compliqué, il faut créer des assemblées. Souvent, il y a plein de problèmes en général. Enfin, ce n'est pas instantané. Là, vous voyez, il a suffi que je fais save et pouf, c'est dans mon projet, ça marche. Donc maintenant, on peut continuer avec ça. OK. Justement, cette règle qui est dans ton projet, elle est dans ton projet, il n'y a que toi qui l'utilise. Comment tu fais pour partager quand tu es en équipe? Très bonne question. Donc là, en fait, le projet, c'est un fichier. Donc là, si je vais dans les project properties, c'est un fichier NDProj, par analogie avec CSProj, DBProj, etc. Tiens, là, j'ai double-cliqué. Donc là, il m'a été créé. Le projet, j'en ai déjà créé. Le projet contient les règles que vous pouvez éditer. C'est du pur XML, tout basique. OK. Facilement éditable s'il y a besoin. Donc là, bon, bien sûr, on peut dire tout ce qu'on veut. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, le NDProj, il est attaché à ma solution. D'ailleurs, là, je peux le détacher. Détache projet nCommerce from nCommerce. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si d'autres développeurs ont NDPen dans leur Visual Studio, ils vont pouvoir loader ce projet. Alors, bien sûr, ce projet, il faut le partager sur votre GitHub, etc., comme les autres fichiers. OK? Et comme ça, eux aussi vont avoir tout ça. Et aussi, dans leur Visual Studio, ils vont voir tout ce que j'ai déjà montré avec les nouvelles trucs, etc. Par contre, s'il y a des développeurs qui n'ont pas NDPen dans Visual Studio, ça ne va pas les impacter. Et ils ne vont pas avoir NDPen, tout simplement. Et le fait qu'on a rajouté une petite section pour attacher le NDProj dans le point SLN ne va pas embêter les autres développeurs. Et autre question, est-ce que tu peux l'intégrer dans l'intégration continue, justement dans le cas où certains collègues d'équipe Oui, tout à fait. Bien sûr. Oui, alors, il y a plusieurs façons pour l'intégrer. Alors là, c'est intéressant, puisqu'en fait, je comptais faire la présentation dans un certain ordre, mais je profite des questions pour montrer. Puisqu'en fait, on voit que NDPen a aussi un NDPen console, tout classique. OK. Vous voyez, donc, je vais vite. NDPen console, par exemple, /L. Et on voit qu'en fait, il y a tout plein de paramètres. Typiquement, on peut mettre un projet, etc. Et on peut même le faire en live. Là, par exemple, là, je vais analyser ce projet. Et là, je vais dire View Report. Donc là, il va faire ce que j'ai fait tout à l'heure en début de session. Il n'a pas aimé, je ne sais pas pourquoi. Parce il y a ton help qui traîne, ouais. Il y a le help qui traîne. Ouais. Je vais l'enlever. Voilà, donc ça, c'est facile à faire un rapport. Il y a des plugins SonarCube. Si vous voulez prendre les issues de NDPen et les mettre dans SonarCube, il y a le plugin TeamCity, il y a des explications pour Jenkins, etc. Donc, ça marche très bien. Par contre, pour Azure DevOps, c'est un peu plus tricky parce que c'est important. Et on est en train une bonne partie de ce qu'on a vu dans Visual Studio, on est en train de le basculer en web. Et c'est notamment ce qu'on a déjà dans l'Azure DevOps Extension. OK. Donc là, vous voyez, on a les build tasks, etc. Ça, c'est le rapport que j'ai fait avec ma console. J'ai fait View Report, donc il me l'a sorti dans le browser. Vous voyez, donc on peut intégrer avec une NDPen task, après le build solution, le test assembly, etc. Vous voyez, là, on a un peu le même genre de rapport qu'on a avec des quality gates, issue, rule, etc. Quelque chose que je ne vais pas montrer, on peut faire, je vais un peu vite, puisqu'il reste un peu plus de temps pour les questions. On peut faire du trending. Alors là, on n'a qu'un point puisqu'on vient de créer un projet. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un tas de queries par défaut qui en fait nous sortent des métriques. Par exemple, il y a le number of new issues since baseline. Et là, celle-là, on voit qu'elle est à 5 maintenant. Okay. Et encore une fois, c'est des codes queries. Il y en a 74 des queries comme ça, donc sur du coverage. Puisqu'NDPen peut aussi digérer votre couverture de code, ce qui est très intéressant, puisque comme ça, vous avez des règles type dis-moi ce qui est mal couvert sur le delta. Donc, typiquement, les nouvelles classes qui sont mal couvertes. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, il y a tout un tas de règles intéressantes. C'est vrai que je ne vous ai pas montré tout ce qu'il y a. Donc, tout ce qui est code smell régression, ce qu'on a vu tout à l'heure, les nouvelles méthodes qui sont plus moches.
OK, tout ce qui est object oriented, OK, interface to be. Base class shouldn't use derivative. Et là, on a ce que j'ai introduit tout à l'heure, dans country services, vous voyez. Donc là, c'est en gras parce que base class utilise derivative class, donc c'est pas très bien. Donc il y a tout plein de règles objets, de règles de design, d'architecture dont on a parlé, d'API breaking chain, ça c'est très intéressant, puisqu'on dispose d'un diff, on peut voir par exemple ce qui était public avant et qui n'est pas public maintenant. Donc typiquement, on a cassé nos clients, okay, ou les interfaces qu'on a changées, on a cassé nos clients si nos clients implémentent des interfaces. Tout ce qui est code coverage, OK, donc là, code should be tested, new method should be tested, etc. Donc là, on peut commencer à faire des trucs intéressants où on mixe les différentes parties du cube de données avec du coverage, de la complexité, de la baseline, etc. Du dead code, OK, donc on a vu tout à l'heure que Veridirty Method était morte, elle n'est pas utilisée. Un peu de sécurité, un peu de visibilité, donc typiquement ce qui est public qui pourrait être internal. Immutability, donc par exemple là il va vous proposer qu'une structure devrait être immutable, puisque c'est la façon, ou un record C#9, puisque c'est les nouveaux records aussi, c'est intéressant qu'ils soient immutables. Des naming conventions, des source file convention organization. Donc là, typiquement, il y a des source files, des types qui sont plusieurs dans un source file. Donc là, on voit celui-là, il y a deux types, donc c'est pas génial. Vous voyez, donc il y a du .NET Framework Usage. OK, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a une dernière chose, je voudrais dire un mot aussi, il y a des quality gates. Alors, les quality gates, c'est quoi la différence par rapport à une règle? En fait, les quality gates, ils prennent tous les data du cube, la dette, les issues, la complexité, la mesure depuis la baseline, etc. Donc, c'est plus haut niveau que les règles et les issues. OK, et ça nous sort des métriques. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les quality gates, on peut mettre deux seuils. Donc, on va lui dire les issues critiques. Alors, s'il y en a plus qu'une, tu me mets un warn, mais s'il y en a plus que 10, tu me fail. Et là, c'est fail quoi? C'est fail le build. Et ça tombe bien que j'ai fait ça, c'est-à-dire qu'en fait, on voit que là, il m'a sorti une erreur. Et donc, NDPend Console va me sortir un non-zero exit code. OK? Et parce qu'il y a des quality gates. Donc là, typiquement, c'est ce qui va définir ce qui est acceptable ou pas. Donc, il y en a une douzaine qui sont proposés par défaut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont très faciles puisque c'est des règles C#, ils sont très faciles à customiser ou c'est très facile à créer les votes, comme les règles d'ailleurs. Et ça, c'est ce qui va. Donc, ce n'est pas les règles qui vont déterminer ce qui est acceptable ou pas, c'est le niveau au-dessus, c'est les quality gates. OK? Et là, on a un bon exemple de ce que j'ai fait tout à l'heure avec le NDPend. Là, on voit qu'on a une erreur parce qu'il y a 3 quality gates qui ont fail. Et effectivement, on voit qu'il y a 3 issues, 6 issues et 14 namespaces. Donc là, il y a un problème, le dev rating par namespace, par exemple. Là, on a des namespaces qui sont notés D. Donc, ce n'est pas génial. Donc, voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire dans la présentation. Voilà, j'ai expliqué comment sont faites les règles, le focus sur le nouveau code, OK, les quality gates, stratégie, le reporting, l'Azure DevOps, on a rapidement regardé. Donc, maintenant, si vous avez des questions, on a encore 10 minutes, ou même plus, hein, pour moi, c'est bon, s'il y en a qui veulent rester plus. Je me demandais si tu avais déjà vu un projet où vraiment même NDPend, il n'arrive pas à déchiffrer, tellement c'est le bazar, disons. Ben, non, puisque NDPend, lui, sa target, c'est les assemblies. Hein. La target primaire, c'est les assemblies. Après, des assemblies, il remonte au source code. Et après, du source code, il peut même aller jusqu'au coverage. Okay, donc, ça marche comme ça. Mais donc, à la base, ce qu'il analyse, c'est déjà compilé. Donc, à partir de là, si c'est tout moche, bon, c'est déjà compilé. Par contre, si c'est tout moche, il va allumer. Voilà, tout sera en rouge, en gros. Et les graphes vont être incompréhensibles quelque part. Tout va être rouge, tous les graphes. Ben là, celui qu'on a déjà là, sur le cycle, donc je reviens rapidement. Le cycle de 30 namespace, ça commence à devenir compliqué. Si, voilà, là, on a quand même 30 namespace, sachant que ce n'est pas une application moche, hein, ça fait beaucoup pire, bien pire que ça. Tout à fait. C'est déjà pas génial.
Et si on est dans un cas comme ça, comment on peut utiliser l'outil pour vraiment commencer à nettoyer et déjà comprendre ce qui se passe? Alors, comprendre, ben là, c'est le côté graphique. OK. Et améliorer, c'est les règles dont j'ai parlé un peu, ce qu'il y a dans l'architecture. Donc là, en fait, donc il y a deux règles essentielles par rapport à ça. Notez qu'il y a d'autres règles intéressantes, type UI layer, shouldn't use DB, etc. Ça ramène un petit peu à la question d'aller tout à l'heure. Il y a des règles qui proposent de dire qu'est-ce que c'est que la UI. C'est ce qui fait du Windows, Presentation, Form, System Web, etc. Qu'est-ce que c'est que la DB? C'est le Data, Entity, etc. Et après, il va pouvoir détecter les appels directs. Donc ça, c'est ce genre de règles d'architecture qui sont facilement customisables. Pour revenir à la question, il y a la règle très intéressante qui est les namespace mutually dependent. C'est qu'en fait, quand on est dans ce cas-là, donc on a un gros groupe de code tout en Tanglin, moi, de mon expérience, et c'est vrai, il y a deux choses importantes. La première chose, je l'ai déjà dit, c'est que souvent, entre deux namespaces, c'est asymétrique. Donc, souvent, c'est facile à. Ces flèches rouges, elles sont faciles à enlever. Elles sont faciles à transformer de bidirectionnel à unidirectionnel. OK. Et là, pour analyser les choses, non seulement la règle là, elle va nous aider, namespace mutuality panel, parce qu'elle va nous donner des conseils, parce que lui ne devrait pas l'utiliser lui. OK. Mais en plus, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous enlevez les bidirectionnels, ça va commencer à bien se clarifier et assez rapidement, on devrait arriver à quelque chose de top-down propre. C'est très rare d'avoir un projet où vraiment c'est un fourre-tout. C'est-à-dire qu'en fait, les développeurs, ils s'en foutaient complètement et ils ne s'embarrassaient pas de créer des interfaces, de faire des callbacks, etc. Mais la plupart du temps, les gens, ils sont de bonne foi, ils essayent de faire les choses bien. Et on est plutôt dans un cas comme ça où il y a quelques lignes rouges à enlever. Et quand tu les as enlevées, en général, il y a beaucoup moins de dependency cycle. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez rare après qu'il y ait des A utilisent B, utilisent C, utilisent A. C'est assez rare d'avoir des cycles de plus gros niveau. Et en général, assez rapidement, on arrive à quelque chose de propre. Alors, on va dire que s'il y avait des tests, de toute manière, enfin, s'il y a des tests, le mutually dependent, c'est ultra chaud à tester. Donc, en général, tu fais un niveau maximum. Enfin, A dépendant de B, B dépendant de A. Alors après, on peut toujours moquer s'il y a déjà des interfaces. Effectivement, tu as tout à fait raison. Puisqu'en fait, de plus en plus, moi, ça fait longtemps que je considère comme bon design, c'est un design testable. Donc, la testability, désolé, je ne connais pas le mot en français. La testability, c'est-à-dire le degré, c'est-à-dire la testability, c'est intéressant parce que on le voit bien quand on teste une classe, très souvent on a 90% rapide et 10% compliqué. Et bien, si c'est compliqué, ça veut dire que là, il y a du design, du mauvais design. Et en fait, ça va un peu plus loin parce qu'en fait, qui dit mauvais design dit que c'est souvent là où il y a des erreurs. OK. Et ça veut dire qu'en fait, le code qui est dur à tester, c'est aussi le code qui souvent contient les bugs. Donc, ça vaut doublement le coup de bien le refactorer et de le rendre bien testable et clair. Et ça, Independ peut vraiment arriver à détecter ça, puisque lui, il mélange tout. Il met du ranking sur de l'architecture, sur du coverage, donc du test. Moi, j'aime beaucoup la métrique coverage. Alors, le coverage, juste pour vous montrer ce que ça peut donner, c'est assez intéressant parce que bien sûr, Independ je passe mon temps à analyser Independ avec Independ. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut voir à quoi ça ressemble quand on a du coverage dans le tree map. Parce qu'en fait, là, la métrique, donc là, on va aller sur du… voilà. Donc, vous voyez, là, je regarde les méthodes par line of code et percentage coverage. Et là, c'est intéressant parce que je vois tout de suite dans l'architecture ce qui est bien testé et mal testé. OK. Donc là, je vais enlever ça. Et c'est intéressant, on voit que l'UI est pas mal testé, mais qu'il y a beaucoup quand même de rouge. Par contre, on voit que le cœur, il y a tout ça à tester. On voit que le cœur, il est quand même bien vert. Donc ça, on voit tout de suite que ça. Donc là, c'est assez intéressant pour essayer d'augmenter sa couverture de code. On peut avoir quelque chose d'intéressant. Et là, quand on regarde le dashboard, là, on est sur du 82%. OK, donc ça, on ne l'avait pas tout à l'heure hein, pour le NopCore, le NopCommerce, parce que je n'avais pas de données de coverage disponibles. Import code coverage. Là, il me propose d'importer du coverage que je n'ai pas. Importer, donc là, il y a les Uncrunch, les Visual Studio Coverage, les dot cover, les N-cover, enfin les open cover, tous les coverages sont supportés. Comme ça, vous pouvez faire pointer Independ vers vos couvertures de code
et vous arrivez à avoir un truc intéressant. Là, on voit qu'il y a du trending beaucoup plus intéressant. Okay, donc là, on voit l'augmentation, etc. Donc, c'est plus intéressant. Et il y a deux questions de Mathieu. Je ne sais pas, Mathieu, si tu peux te mute ou pas. Je peux. Vas-y, ce sera plus simple. Salut, Yoann. Salut. Ouais, ces deux questions, moi, je suis pas techos, hein, donc je découvre l'outil et j'essaie de comprendre un peu les perspectives. Et donc, il y avait une question par rapport aux estimations de temps de correction. Est-ce qu'une fois que la correction est faite, on peut du coup ajuster le temps de correction entre ce qui était prédit et la réalité pour permettre à l'outil d'améliorer le reste des prédictions? Oui, c'est très intéressant. Alors, il n'y a pas d'IA, dans l'outil qui permettrait de faire ces choses. L'outil, en fait, c'est essentiellement des moulinettes. Ce qui est intéressant, c'est que les moulinettes sont totalement open source, puisqu'on peut même les éditer dans Visual Studio. On peut même les éditer en live. Hein. Tout ça, vous voyez, je vous dis, là, en 26 millisecondes, il a fait cette grosse règle. Donc, ce que je disais, c'est très rapide. Donc, c'est que des moulinettes. Par contre, tu peux très facilement dire, ah ben non, là ça m'a pris moins de temps. Ben là, maintenant, je vais mettre ça dans mon sang. Et on voit que là, les dates s'ajustent instantanément. D'accord. Donc là, par exemple, on va le faire en direct. Donc là, on voit, il me met 2 heures. Ah oui, là il n'essaye pas d'être plus intelligent pour celle-là. Mais par exemple, là, je suis dans le dashboard. Il me met un temps total de 95 jours. Donc là, par exemple, si j'enlève beaucoup de dettes, on va voir qu'il va tout recalculer la dette. Donc là, il est en train de tout rafraîchir. Et maintenant, on est sur 92 jours. Okay. Voilà, donc, ça reste manuel, il n'y a pas d'IA dedans. Il n'y a pas encore beaucoup d'outils d'IA dans ce genre. C'est très compliqué, je pense, de faire d'IA. Il y a quand même Visual Studio, il fait de l'IA. Je connais bien d'ailleurs le Marc Wilson Thomas qui fait le projet. Microsoft commence à faire de l'IA plus pour tout ce qui est intelligence, etc. Mais là, il faut encore le faire manuellement. Mais là, l'avantage, c'est que, comme tu vois, c'est très simple à le faire. OK. Et du coup, ma deuxième question, si je peux, c'était est-ce qu'avec un tel outil, finalement, moi, je vois un risque aussi, c'est est-ce qu'on peut arriver à un niveau zéro dette? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, l'outil va toujours aller trouver des choses à corriger. Et est-ce que ça ne devient pas un peu frustrant pour les personnes d'avoir en permanence de la dette, en permanence de la dette, en permanence de la dette parce que toute nouvelle ligne de code génère de la dette, en fait. Non. S'il n'y a rien à redire, il n'y a rien à redire. Mais en fait, c'est vraiment la philosophie. C'est bien que tu poses la question. C'est vraiment la philosophie de cet outil qu'il n'y a pas dans les ReSharper, etc. Parce qu'eux, ils donnent un instantané à un instant T. Et effectivement, avoir zéro dette avec NDPen ou avec ReSharper, c'est compliqué. Sauf que c'est plus visible avec NDPen puisqu'il la quantifie. Tout est quantifié. Par contre, l'idée, ça reste quand même d'avoir zéro dette sur le delta. Et ça, c'est quand même possible pour plusieurs raisons. C'est parce qu'en fait, le delta, c'est du code qui est tout frais. C'est du code que tu viens d'écrire. Donc, c'est facile d'aller voir le gars. Il dit « Ah, c'est pas génial. Maintenant, on a dit qu'on testait mieux, etc. » Donc, d'aller voir soi-même, souvent d'ailleurs. Et donc, moi, je pense que le zéro dette, et nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Hein, on essaie honnêtement de faire ça sur NDPen depuis des années, d'avoir zéro dette sur le delta. Et par contre, là, c'est très gratifiant parce que déjà, on apprend des choses, on est sensibilisé à des choses. Par exemple, le junior, il va comprendre des tests, le design, du fait que les règles, elles sont toutes commentées, etc. Donc, le junior, tu vas pouvoir lui dire, écoute, maintenant, après, là, il y a tout plein de règles qui sont proposées. À vous de voir lesquelles vous voulez utiliser ou pas. Mais celles que vous voulez faire, c'est intéressant. Le junior va commencer à les apprendre lui-même et à les appliquer. Et ça permet aussi de s'améliorer en coding. Mais donc, pour moi, oui. Donc, le zéro dette, globalement, non, mais surtout sur un gros legacy. Mais après, si tu commences de scratch une appli, là, c'est intéressant quand même de faire les choses bien dès le début. Merci. Ouais, effectivement, on insiste. Enfin, ce genre d'outils, malheureusement, ils arrivent souvent tard. On les met en place quand c'est trop tard. Mais oui, c'est vrai que si tu mets ça en place dès le début, tu t'es déjà mis d'accord sur tes règles, quitte à en ajouter au fur et à mesure, c'est des choses qui vivent pas mal. Et comme tu l'as montré, moi, ce que j'adore dans l'outil, c'est
c'est la simplicité pour mettre en place une règle. Tu as des outils d'analyse statique de code pour mettre en place une règle. Il faut que tu développes un plugin, faut que tu passes par un store ou quoi. Enfin, c'est infernal. Là c'est vraiment, c'est que du textuel dans le NDProj. OK, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc, l'essentiel des 500 kg, c'est essentiellement les règles. D'ailleurs, on va rapidement pouvoir détecter quand la règle n'a pas été changée. On ne mettra plus que le nom. Ça permettra d'alléger l'NDProj. C'est une petite feature sympa qu'on veut mettre. Mais là, je peux très bien même l'éditer de là, tu vois. Et après, lui, c'est tout on the fly. Enfin, je ne sais même pas comment dire en français. C'est tout à la volée, pardon. Voilà, là, vraiment... Là, encore une fois, tu vois, j'édite ma règle et paf, il édite immédiatement. Il gagne les 26 millisecondes. Donc, c'est intéressant parce que contrairement à d'autres outils qui se basent sur Roslyn, qui sont très bien aussi et que j'utilise beaucoup moi-même, là, c'est plus sur du CICD, alors que là, tu es plus dans l'immédiateté. Parce que c'est très rapide. Pourquoi? Parce qu'il ne s'embarrasse pas d'un gros code modèle comme Roslyn, qui est fantastique, hein, mais ça devient assez gros sur les grosses bases. Et là, tout est rapide. Tu as vu, quand je modifie une règle, en quelques secondes, il y a tout qui est mis à jour rapidement. Et le gros avantage, moi, je trouve que ce soit rapide, c'est que c'est au moment où le développeur développe, tout de suite, il voit son warning, quoi. Tout à fait. Donc, du coup, il peut corriger tout de suite, quoi. Si tu as ton NDPend dans Visual Studio, même avant commit, tu vois déjà tes soucis. Et après, bien sûr, du côté commit, tu peux très bien faire des gate checking, des trucs comme ça, intéressants pour éviter que la dette vienne s'ajouter, que la nouvelle dette arrive en fait. Encore une fois, c'est la nouvelle dette qui est intéressante et pas la dette globale. J'ai une petite question. Je suppose que l'outil, il est payant. Oui, c'est sous quelle forme de licence? Par machine, développeur? Par machine, ouais. Donc, attends. NDPend, voilà. Oui, donc là, si tu vas sur le byte, voilà, tu as les licences par développeur, OK, avec un prix dégressif par développeur, avec de la souscription, 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour Build Machine, donc ça, c'est pour faire le reporting qu'on a vu. OK, et après, il y a un troisième mode de licence qui est Azure DevOps TFS. Donc là, on vend par 5 users qui accèdent le hub, hein, donc le hub qu'on a vu, Azure DevOps. Donc, Azure DevOps qui est par là. Donc, beaucoup de docs hein, pour bien tout expliquer. Voilà, donc là, pour les gens qui veulent accéder à ce hub, qui veulent avoir tout ça. Donc, voilà, c'est licencié comme ça. Sachant que celui-là, comme on travaille sur un serveur, on travaille sur des GitHub Actions, celui-là va être amené à… Bon, bien sûr, on ne va pas léser les clients existants, mais il va être amené à évoluer plus sur quelque chose de serveur. C'est-à-dire qu'après, ça sera soit du Azure DevOps, soit du GitHub Action, soit du… Le concept de user va être un petit peu plus étendu. Donc, du coup, si par exemple, je veux l'intégrer uniquement dans mon Continue Integration, j'aurai la licence Build Machine, si j'ai bien compris. Tu peux faire du Build Machine. Et après, je pourrais l'intégrer sur du Sonar, quoi. Comme par exemple, voilà. Alors, le Sonar, je regarde la doc. Analysis et report, voilà. Non, attends. DevOps, voilà. Là, tu as toute la doc qui explique bien tout comment faire. Donc, il y a un vrai plugin SonarQube et tout est expliqué. Voilà. Mais tous les autres sont supportés, TeamCity, Jenkins, Bamboo, AppDior, Cruise Control, Funnel Builder. Et bon, sinon, on va l'enlever. Et dernière question. Ce que tu viens de nous montrer là avec sur les autres langages comme par exemple Java, pour ne pas nommer, il y a on retrouve les mêmes fonctionnalités. Hein. Alors voilà, on a les partenaires à CodeG qui sont voilà, là tu as CPP-Depend. Donc tu vois, tu retrouves la même chose mais pour C++. Et après, tu as aussi JArchitect. Et JArchitect. Et là, tu retrouves la même chose sur Java. Donc ça, c'est nos partenaires de CodeG qui font ça. Et on tend vers, comment dire, parce que leur problématique, c'est de faire tourner sur Linux. Forcément, il y a plus sur Java, sur macOS surtout. Donc là, on est en train de faire une grosse migration qui va durer sur plusieurs années. Mais là, la prochaine version, c'est une grosse milestone, puisque tout ce qui est reporting, analysis, API, hein, je ne vous ai pas montré, mais il y a aussi de l'API. Si, par exemple, tu veux créer des projets à la volée ou des choses comme ça, à partir d'une ou plusieurs solutions. Donc, c'est intéressant d'automatiser des choses comme ça. Donc là, tu vas cibler l'API, NDPend.
Et donc, tout ça va être multi-OS rapidement en septembre ou en octobre. Et ça sera très bien aussi pour tout ce qui est Java, CPP, etc. Et petit à petit, on va migrer l'UI sur du multi-OS et aussi sur du web. Voilà, ça, c'est un peu la route pour les 2-3 prochaines années. Ok, cool. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, ça va? Bah, écoute, un grand merci à toi, Patrick, hein. C'était top. Merci pour l'opportunité, Johan, et merci pour votre attention. Écoute, si tu mets sur un YouTube, si tu mets la vidéo sur YouTube, tu me diras quand Ouais. on l'uploadera. Bon, ça sera pour la communauté francophone. Et voilà. Après, n'hésitez pas à nous revenir. Alors, juste un truc important, c'est qu'il y a une trial. Bon, même dès maintenant, si vous avez envie de… Ça, c'est assez rigolo. Vous faites pointer, vous donnez la trial qui est full featured pour 14 jours, avec 14 jours en plus, donc 28 jours. C'est intéressant, vous prenez Independ et vous le pointez sur votre legacy. Bon, assez rapidement, vous allez pouvoir remonter tout un tas de trucs. Donc, ça peut faire des débats un petit peu intéressants. Notamment, le manager, vous pouvez commencer à lui parler en chiffres. Hein. Ce que je n'ai pas montré, mais la dette, elle est quantifiée en temps, mais on peut aussi la quantifier en monnaie. Il y a des systèmes assez faciles de faire comme ça. Donc, tout de suite, vous pouvez commencer à parler avec l'équipe. Et ça, vous pouvez vraiment le faire en 10 minutes et commencer à obtenir des résultats assez intéressants. Yes. Ouais, t'as parlé le langage du manager, là. Le temps et l'argent. Voilà, le effectivement, temps, c'est important. l'argent, le manager, voilà, il faut arriver, c'est pas tous les managers qui comprennent, il faut arriver à leur faire comprendre que la qualité, ça influe beaucoup sur le coût. Et c'est pas, après, ça dépend, il y a des gens expérimentés. Ça dépend aussi de l'application. Il y a des applications stratégiques dans une banque qui sont utilisées par tout le monde, par exemple, où celle-là, il faut vraiment que ça soit nickel. Il faut vraiment être possible de la faire, il faut vraiment que ce soit important de la faire évoluer très rapidement pour les nouveaux besoins. Et après, il y a quand même des applications un petit peu moins stratégiques. Je pense que la qualité, le curseur peut s'ajuster. L'idée, c'est quand même de faire du code bien tout le temps. Parce que pour une raison très simple, c'est que quand on a l'habitude, c'est plus rapide. Quand on a l'habitude d'écrire ses tests. Moi, je ne suis pas encore au moment où j'écris mes tests avant de faire le code, mais je le fais en même temps. J'écris le code, j'écris les tests, je fais… Et franchement, c'est bien plus rapide que d'essayer de débugger, d'avoir un contexte, etc. C'est énormément plus rapide de coder comme ça quand on a l'habitude. Yes, je confirme. Ok, encore un grand merci à toi, merci aux participants. Et puis, on se retrouve merci pour votre attention. Voilà, on se retrouve à la rentrée pour les autres. Et puis, Patrick, à très bientôt. Du coup, merci, encore merci.